Une pluie fine tombait sur les pavés usés de Clermont-Ferrand, effaçant lentement les traces d'un matin trop calme. Jean-Baptiste Morel, 61 ans, marchait seul dans une ruelle étroite du quartier industriel, là où les ombres semblaient plus épaisses que le ciel. Il portait encore son uniforme, bien que l'administration lui ait donné congé depuis la disparition de son chien K9, Tango. 10 jours sans dormir, sans manger correctement, 10 jours à chercher des réponses dans chaque silence. Tango n'était pas un simple chien pour lui. C'était un compagnon, un frère, un lien solide dans une vie fissurée. Depuis le départ de Juliette, sa fille, avec qui il ne parlait plus depuis des années, Tango remplissait ce vide affectif sans condition, sans jugement. Et maintenant, il avait disparu. Perdu pendant une intervention dans un entrepôt abandonné. Aucun signal. Aucune trace. Juste ce vide insupportable. Ce matin-là, quelque chose l'attira vers un ancien dépôt derrière les entrepôts désaffectés. L'endroit puait le plastique brûlé et l'humidité stagnante. Il n'y avait rien de rationnel dans sa venue ici, juste une intuition, presque un instinct paternel. En approchant d'une benne métallique, il entendit un bruit faible, un gémissement presque confondu avec le vent. Il s'arrêta net. Son cœur s'emballa. Il souleva lentement le couvercle rouillé, le souffle court. Et là, entre des sacs déchirés, des morceaux de verre et des restes de nourriture pourrie, il le vit. Tango. Couché sur le flanc, le poil souillé, le flanc en sang, mais vivant. Les yeux mi-clos, il reconnut immédiatement son maître. Un gémissement faible s'échappa de sa gorge, suivi d'un battement de queue presque imperceptible. Jean-Baptiste s'écroula à genoux, le souffle coupé. « Mon garçon !»« Oh mon Dieu, mon garçon !» chuchota-t-il en prenant le chien contre lui, les larmes dévalant ses joues ridées. Tango posa faiblement sa tête contre la poitrine de Jean-Baptiste, comme pour lui dire qu'il l'avait attendu, qu'il savait qu'il viendrait. L'homme pleurait sans honte, ses bras serrant l'animal comme pour le retenir à la vie. Mais à mesure que l'émotion se dissipait, une autre pensée s'imposa. Tango n'était pas là par hasard. Il n'avait pas fugué. Quelqu'un l'avait jeté ici. Blessé, affamé, laissé pour mort. Jean-Baptiste releva les yeux, et une étincelle dangereuse brilla dans son regard fatigué. Il comprit alors que ce qu'il venait de trouver n'était pas une fin. C'était le début. Tango reposait sur la table métallique de la clinique vétérinaire, le souffle lent, sous perfusion. Jean-Baptiste restait à ses côtés, immobile, les bras croisés, le regard fixé sur les mouvements presque imperceptibles du flanc de son compagnon. Il n'avait pas dit un mot depuis qu'ils étaient arrivés. Pas un. Le vétérinaire, un homme de petite taille au visage fermé, avait bien compris qu'il valait mieux ne pas poser de questions pour l'instant. Il avait vu ce regard-là chez d'autres. Des pères. Des hommes brisés. Les blessures de Tango n'étaient pas seulement physiques. Certes, il avait des côtes fêlées, une patte arrière abîmée, des contusions multiples. Mais ce qui inquiétait le plus le vétérinaire, c'était son regard. Ce vide dans les yeux d'un chien d'élite, celui qui avait autrefois foncé dans des flammes ou des ruelles sombres sans hésitation. Maintenant, Tango tremblait au moindre bruit. Il détournait les yeux lorsqu'on essayait de le caresser. Comme s'il avait été brisé de l'intérieur. Jean-Baptiste s'était levé pour aller fumer une cigarette dehors, chose qu'il n'avait pas faite depuis 10 ans. Il tremblait en l'allumant. Le briquet lui échappa 2 fois. Sa main droite n'obéissait plus vraiment. Il regardait la fumée s'élever dans le ciel gris, les pensées se bousculant dans sa tête. Qui aurait pu faire ça? Tango n'était pas un chien errant. Il portait son collier, il était tatoué. Il était connu dans la brigade. Ce n'était pas un accident. C'était une mise en scène. Son téléphone vibra. Un message. D'un numéro qu'il n'avait pas vu s'afficher depuis des années. Juliette. Il hésita. Puis ouvrit. On m'a dit ce qui s'est passé. Tu veux que je vienne? Il resta figé. Elle savait. Quelqu'un l'avait appelé. Peut-être une ancienne collègue ou ce fichu vétérinaire. Peu importe. Elle savait. Et malgré les années de silence, malgré la distance et les rancunes, elle proposait de venir. Il soupira longuement. La vérité, c'est qu'il ne savait pas quoi lui répondre. Il entra à nouveau dans la clinique. Tango avait bougé légèrement la tête. Le vétérinaire hochait la tête, l'air grave. Il va s'en sortir, mais il faudra du temps. Beaucoup de calme.
Et surtout, de la présence. Jean-Baptiste hocha la tête, sans dire un mot. Il savait ce qu'il avait à faire. Il n'allait plus quitter Tango. Pas cette fois. Et si quelqu'un lui avait fait ça, alors il allait le retrouver. Car un chien comme Tango ne se jette pas. On ne jette pas une partie de sa propre vie. Les jours suivants furent rythmés par le silence et les soins. Jean-Baptiste s'était installé sur le vieux fauteuil d'angle de la clinique, refusant de rentrer chez lui. Il dormait là, mangeait là, ne quittait Tango des yeux que pour aller aux toilettes. Chaque matin, le vétérinaire lui annonçait une légère amélioration. Tango reprenait doucement de la force, mais restait distant, comme enfermé dans une prison invisible. Il refusait de manger tant que Jean-Baptiste n'était pas là, et sursautait au moindre claquement de porte. Un après-midi, alors que le soleil perçait timidement les nuages pour la première fois depuis des jours, la porte de la clinique s'ouvrit doucement. Jean-Baptiste leva les yeux et resta figé. Juliette. Sa fille. Elle tenait un sac à la main, le regard hésitant, le pas lent. Cela faisait plus de 6 ans qu'il ne l'avait pas vue. Elle avait changé. Moins de maquillage, des cernes, une tristesse douce dans les yeux. Elle s'approcha sans un mot et posa le sac sur la table. « J'ai apporté les croquettes qu'il aimait quand il était chez nous. » Jean-Baptiste hocha lentement la tête. Il n'avait jamais su comment parler à Juliette depuis la mort de sa femme. Leur lien s'était effiloché dans le silence du deuil, dans les non-dits, dans la douleur partagée mais jamais exprimée. Et maintenant, elle était là, parce qu'un chien avait failli mourir. Il ne savait pas s'il devait pleurer ou se sentir honteux. Il détourna le regard. Il a été torturé, Juliette. Jeté comme un sac d'ordures. Juliette s'approcha lentement de la cage de repos. Tango leva la tête. Il la reconnut immédiatement. Ses yeux brillèrent, et pour la première fois depuis des jours, il remua faiblement la queue. Elle s'agenouilla doucement, posant sa main sur le sol, laissant Tango venir à elle. Et il le fit. Lentement. Il posa sa truffe contre ses doigts. Elle sourit en silence, les yeux embués. « Tu vois, papa. Il se souvient. » Le vétérinaire entra à ce moment précis, tenant une enveloppe plastifiée. Il s'adressa à Jean-Baptiste, un ton plus grave dans la voix. « On a fait des prélèvements. Il y avait des traces d'un produit tranquillisant dans son sang. Ce n'est pas une simple disparition, monsieur Morel. Quelqu'un l'a enlevé. Et il y a autre chose. » Il tendit l'enveloppe à Jean-Baptiste. À l'intérieur, un petit morceau de tissu. Un bout de chemise, avec une initiale brodée, M. Jean-Baptiste sentit une douleur glacée traverser son dos. Cette lettre, il la connaissait. Et la seule personne qu'il connaissait avec une chemise brodée d'un M, avait disparu de sa vie bien avant Tango. Jean-Baptiste tenait le tissu dans ses mains comme un objet brûlant. Ses doigts tremblaient légèrement, mais ce n'était pas la peur, c'était la colère. Cette initiale, ce M, brodé en fil doré, il ne l'avait pas vu depuis plus de 20 ans. À l'époque, c'était la signature discrète d'un homme dont il ne prononçait plus le nom. Marc-Antoine Vidal. Ancien collègue, ancien ami. Aujourd'hui disparu des radars. Volatilisé après une enquête interne pour corruption, juste avant d'être arrêté. Juliette observait son père avec méfiance. Elle n'avait jamais entendu parler de ce Vidal. Leur maison était remplie de silences figés, de photos sans explication, de boîtes à souvenirs jamais ouvertes. Jean-Baptiste n'était pas un homme qui parlait du passé. Encore moins de ses erreurs. Mais à cet instant, elle sentit qu'il était prêt à dire quelque chose qu'il avait gardé enfoui trop longtemps. « C'est à lui », murmura-t-il enfin. « Marc-Antoine. Il a disparu en 2004, avec 2 dossiers classés confidentiels. Je croyais qu'il était mort. » Juliette fronça les sourcils. « Tu penses que c'est lui qui a fait ça à Tango? Après tout ce temps ?» Jean-Baptiste hocha la tête lentement, mais son regard restait trouble. « Je ne sais pas. Mais il n'y a pas de hasard. S'il a laissé ça, c'est qu'il voulait que je le sache. Que je comprenne. Et il savait que je chercherais Tango jusqu'au bout. » Son ton était grave, presque rauque. Tango, allongé à côté d'eux, tourna les oreilles en entendant la voix tendue de son maître. Ils décidèrent de rentrer chez Jean-Baptiste, malgré les recommandations du vétérinaire. Tango n'était pas encore complètement rétabli, mais l'idée de rester sans agir lui était insupportable.
Juliette proposa de rester quelques jours pour aider. C'était la première fois en des années qu'elle remettait les pieds dans la maison familiale. Rien n'avait changé. Les photos, les meubles, même l'odeur du vieux cuir du salon. Mais une atmosphère lourde régnait, comme si les murs eux-mêmes se souvenaient de ce qui n'avait jamais été dit. Le soir, alors que Tango dormait paisiblement pour la première fois depuis son retour, Jean-Baptiste monta seul au grenier. Il fouilla dans une vieille boîte à chaussures fermée par une lanière de cuir. À l'intérieur, une lettre jaunie, un badge de police rayé et une photo déchirée en deux. Sur cette moitié de cliché, il reconnut deux visages, le sien, plus jeune, et celui de Marc-Antoine, souriant, bras dessus bras dessous. Au dos de la photo, une inscription écrite à la main. « Certains chiens sont plus fidèles que les hommes. M. » Jean-Baptiste sentit un frisson lui glacer l'échine. Il comprenait enfin. Ce n'était pas un avertissement. C'était une invitation. La nuit fut longue. Jean-Baptiste, assis à son bureau, tenait entre ses doigts la vieille photo de lui et Marc-Antoine. Tango dormait à ses pieds, paisible mais encore fragile, tandis que Juliette rangeait des affaires dans la chambre d'amis. Les souvenirs revenaient comme une pluie acide. Il se rappelait les années de patrouille avec Marc-Antoine, leur complicité, leur jeunesse, leurs idéaux. Et puis, l'effondrement. Les trafics de preuves, les enveloppes glissées sous la table, les mensonges accumulés. Jean-Baptiste n'avait rien dit à l'époque. Il n'avait pas dénoncé. Et ce silence le hantait encore. Il savait que ce silence avait un prix. Et il était en train de le payer. L'idée que Marc-Antoine soit encore en vie et pire encore, qu'il lui envoie un message à travers la souffrance de Tango lui donnait la nausée. Ce n'était plus une supposition. C'était un jeu d'ombre, tissé avec des rancunes anciennes. Il prit une décision. Il devait le retrouver. Pas seulement pour la justice. Pour lui-même. Pour fermer enfin ce chapitre qu'il avait fui pendant 2 décennies. Le lendemain, Jean-Baptiste se rendit à l'ancien commissariat où il avait servi. La plupart de ses collègues étaient partis à la retraite, mais il y avait un homme, toujours là, Bernard Langlois, archiviste discret, mémoire vivante des lieux. Dans une salle froide, entouré de classeurs poussiéreux, Bernard le reçut sans poser de questions. « Tu viens pour Marc-Antoine, c'est ça ?» Jean-Baptiste hocha la tête. « Il est vivant. Et il m'envoie un message. » Bernard fouilla dans un tiroir métallique et sortit un dossier scellé, marqué « Classé sans suite 2004 ». Il le posa lentement sur la table. Ce dossier n'a jamais été fermé. Officiellement, il est mort. Officieusement, certains pensent qu'il a refait sa vie quelque part, avec de nouvelles identités. Il était intelligent, Jean-Baptiste. Bien plus que nous tous. Jean-Baptiste ouvrit le dossier. À l'intérieur, une série d'adresses, de photos de surveillance, de courriers interceptés. Et surtout, une chose qui fit battre son cœur plus vite. Une lettre, jamais transmise, adressée à lui. Datée de 2007. Il l'ouvrit avec précaution. L'écriture était familière, nerveuse. « Tu as choisi ton camp, Jean. Moi aussi. Mais un jour, tu comprendras que le silence est une forme de trahison. Ce chien que tu aimes tant, un jour, il paiera pour ton silence. Tu verras ce que ça fait de perdre ce qu'on ne peut remplacer. M. » Jean-Baptiste sentit sa gorge se nouer. Tango n'était qu'un pion dans un jeu bien plus ancien. Et Marc-Antoine venait de déclarer la guerre. Le trajet de retour depuis le commissariat fut silencieux. Jean-Baptiste conduisait lentement, les mains crispées sur le volant. Sur le siège passager, le dossier contenant la lettre de Marc-Antoine restait fermé, comme une bombe prête à exploser. Tango, sur la banquette arrière, regardait la route d'un œil encore fatigué, mais ses oreilles étaient dressées. Il sentait que quelque chose changeait. L'odeur de tension flottait dans l'habitacle, plus épaisse que la brume matinale. À la maison, Juliette l'attendait avec 2 cafés fumants. Elle ne posa pas de questions, mais son regard suivit chaque mouvement de son père. Il posa le dossier sur la table, l'ouvrit lentement, et lui tendit la lettre. Elle lut sans parler, ses yeux s'écarquillant à chaque ligne. Quand elle releva la tête, elle était blanche. « Il a fait ça pour te punir. Pour te faire revivre ta lâcheté. » Jean-Baptiste baissa les yeux. « Je l'ai laissé partir. J'aurais pu le dénoncer. Mais j'avais peur. Peur d'éclabousser la brigade.
peur de perdre mon honneur. Juliette s'assit lentement à côté de lui. Et maintenant, c'est Tango qui paie le prix. Il ne répondit pas. Le silence était une confession. Mais Tango, lui, bougea. Il se leva péniblement et s'approcha de la porte. Il aboya une fois. Une seule. Puis posa sa patte contre le bois. Jean-Baptiste comprit immédiatement. Ce n'était pas un caprice. C'était un instinct. Quelque chose dehors les appelait. Ils sortirent tous les trois, à pied, Tango avançant lentement mais avec détermination. Il les mena à travers les ruelles, les terrains vagues, les passages que lui seul semblait encore reconnaître. Puis, soudainement, il s'arrêta devant un ancien entrepôt en ruine. Jean-Baptiste connaissait l'endroit. Il appartenait autrefois à un ancien informateur de Marc-Antoine. Un lieu abandonné depuis des années. Mais Tango restait immobile, fixant la porte, les poils hérissés. Jean-Baptiste s'approcha, le cœur battant, et poussa doucement la porte grinçante. L'air était moisi, mais une odeur plus récente flottait dans le fond, tabac froid, cuir et désinfectant. Quelqu'un venait ici. Récemment. Sur une table en bois, une boîte à cigares ouverte, une photo posée dessus. Une photo de Jean-Baptiste, jeune, en uniforme, à côté de sa fille enfant, et de Tango, chiot, au pied de la photo. Sur le dos, une phrase écrite au feutre rouge. « Tu as recommencé une vie. Moi, j'ai choisi de rester dans l'ombre. Mais je t'ai toujours observé. » Jean-Baptiste sentit le sol se dérober. Ce n'était pas une chasse. C'était une traque inversée. Depuis le début, c'était lui la proie. Jean-Baptiste referma la porte de l'entrepôt à double tour. Il avait récupéré la photo, l'avait glissée dans la poche intérieure de sa veste, mais quelque chose le hantait encore. Ce message. Ce ton. Ce regard invisible planté dans son dos. Il savait que Marc-Antoine n'était pas loin. Pas physiquement, peut-être, mais mentalement, il contrôlait déjà tout. Chaque mot, chaque geste, chaque émotion que Jean-Baptiste croyait encore à lui. De retour à la maison, Juliette observait son père avec un mélange de tendresse et d'inquiétude. « Tu n'es pas obligé de continuer seul, » murmura-t-elle, en posant doucement une main sur son bras. Il secoua la tête. « Ce n'est pas ton combat, Juliette. Il cherche à me détruire. Pas toi. » Mais elle ne bougea pas. Elle restait, par choix, comme pour effacer les années d'absence entre eux. Tango s'allongea à leurs pieds, les yeux mi-clos mais l'oreille toujours en alerte. Ce soir-là, Jean-Baptiste fouilla dans ses anciens carnets de bord. Il sortit des noms, des dates, des lieux. Tout ce qu'il avait caché, effacé, enfoui. Des pistes oubliées. Il se rappelait de Marc-Antoine parlant d'un lieu en montagne, un vieux chalet qu'il avait hérité d'un oncle maternel. À l'époque, il l'appelait la cage de la liberté. Un endroit sans réseau, sans loi. Jean-Baptiste sentit un frisson. Ce chalet existait toujours. Et il savait comment y aller. Le lendemain matin, ils prirent la route à l'aube. Juliette avait insisté pour venir. Tango, plus fort, reprenait peu à peu son aplomb, bien qu'il boite légèrement. La voiture avançait dans le silence des forêts d'Auvergne, chaque virage creusant un peu plus la tension dans la poitrine de Jean-Baptiste. Il se demandait ce qu'il allait dire s'il retrouvait Marc-Antoine. Que pouvait-on dire à un homme qu'on n'a pas arrêté par faiblesse? Arrivés près du vieux sentier forestier, ils laissèrent la voiture. Tango guida le pas, comme s'il avait déjà été là. Le sentier était étroit, envahi par les ronces, mais après presque une heure de marche, ils virent enfin le chalet. Une bâtisse en bois sombre, les volets fermés, la cheminée encore tiède. Quelqu'un était là, ou venait de partir. Jean-Baptiste leva le poing, signe silencieux à Juliette. L'instinct policier revenait. Lentement, il s'approcha de la porte. Sur le pas de la porte, une boîte. En bois. Fermée, mais pas verrouillée. Il l'ouvrit. À l'intérieur, une laisse. Celle de Tango. Et en dessous, une cassette audio. Dessus, écrit au marqueur. « Tu veux la vérité? Tu vas devoir l'écouter jusqu'au bout. M. » Jean-Baptiste sentit son souffle se bloquer. C'était la voix qu'il croyait enterrée depuis 20 ans, qui s'apprêtait à parler. Jean-Baptiste tenait la cassette dans ses mains comme si elle était faite de verre. Il n'avait pas vu ce format depuis des décennies,
mais le poids symbolique qu'elle portait était bien plus lourd que le plastique. Dans un coin du chalet, un vieux magnétophone reposait sur une étagère couverte de poussière. Il souffla doucement dessus, comme on balaie le sable d'une tombe, puis inséra la cassette. Le clic du bouton lecture résonna dans la pièce comme une détonation silencieuse. Un grésillement, puis la voix. Grave. Râpeuse. Inoubliable. Jean. Si tu entends ça, c'est que tu n'as pas changé. Que tu fouilles encore, comme un chien perdu, à la recherche d'une vérité que tu refuses d'assumer. Jean-Baptiste ferma les yeux. La voix de Marc-Antoine revenait avec la même force qu'autrefois. Il parlait calmement, presque amicalement. Mais derrière les mots, une rancune suintait. Il racontait tout, comment il avait été trahi par le système, abandonné par ceux qu'il croyait ses frères. Comment Jean-Baptiste avait choisi de se taire, de ne pas le dénoncer, mais aussi de ne pas le sauver. « Ton silence a pesé plus lourd que ma faute », disait-il. « Tu as fait semblant de ne rien voir pour garder ton insigne propre. Mais tu savais tout. » Juliette, assise dans un coin de la pièce, écoutait sans parler. Tango, allongé à ses pieds, grognait doucement, comme s'il reconnaissait quelque chose dans cette voix. Marc-Antoine décrivait ensuite ses années de fuite, de clandestinité, ses tentatives de se reconstruire. Puis venait la partie la plus dure. Et puis, j'ai vu ton chien. Fier, obéissant, aimé. Lui, tu le respectais. Moi, tu m'as laissé crever. Alors j'ai décidé que tu devais comprendre ce que c'est, de perdre ce qu'on aime. Jean-Baptiste serra les poings. Il sentait la honte monter en lui, chaude et amère. La cassette continuait, mais il avait déjà compris. Tango avait été le messager. Le rappel vivant de ce qu'il avait choisi d'ignorer. Et pourtant, malgré la douleur, malgré la colère, quelque chose en lui se brisait différemment. Il ne ressentait pas de haine envers Marc-Antoine. Seulement du regret. À la fin de l'enregistrement, Marc-Antoine laissa un silence. Puis une dernière phrase, presque un souffle. « Si tu veux me retrouver, viens seul. Le lieu, tu le connais déjà. » Jean-Baptiste éteignit l'appareil. Il se leva lentement, les traits tirés, mais déterminé. Il tourna les yeux vers Juliette. « Je dois y aller. » Elle comprit sans poser de questions. Et Tango, malgré sa faiblesse, se leva lui aussi. Il savait. L'heure de la vérité approchait. La lumière du matin filtrait à travers les branches denses alors que Jean-Baptiste avançait seul sur le sentier de terre humide. Tango marchait lentement à ses côtés, le souffle encore court, mais le regard fixe, concentré. Il savait que ce n'était pas une simple promenade. C'était une mission. Une dernière. Le chalet était loin derrière eux. Ils suivaient désormais une vieille piste forestière connue seulement de quelques anciens agents. L'endroit dont parlait Marc-Antoine. Jean-Baptiste le connaissait. Trop bien. Il s'agissait d'une ancienne station de surveillance, désaffectée depuis les années 90. Un lieu que lui et Marc-Antoine avaient utilisé autrefois pour des surveillances discrètes. Revenir ici, c'était comme rouvrir une blessure jamais refermée. Le sol craquait sous ses bottes. Le vent glacial sifflait entre les arbres, comme des voix oubliées. Chaque pas était lourd de mémoire. Tango s'arrêta plusieurs fois, flairant l'air, avant de reprendre la marche, résolu. La bâtisse apparut enfin, entre deux êtres noueux. Petite, en béton, couverte de mousse, presque invisible dans la végétation. Jean-Baptiste sentit son cœur s'accélérer. Il s'approcha prudemment. La porte était entr'ouverte. Aucune trace visible de mouvement. Tango grogna doucement, les poils hérissés. Jean-Baptiste dégaina par réflexe son vieux pistolet de service, plus par habitude que par nécessité. Il entra, le souffle court. À l'intérieur, l'humidité avait rongé les murs. Mais tout semblait organisé, propre. Des papiers étalés sur une table, une vieille lampe à pétrole allumée. Sur le mur, des photos. De lui, de Juliette, de Tango. Certaines récentes, très récentes. Il se retourna brusquement et là, dans l'ombre, une silhouette se détacha. Marc-Antoine. Vieilli, amaigri, le regard brûlant d'intensité. Il ne portait pas d'armes. Juste un long manteau sombre, trempé par la rosée.
Ils se fixèrent quelques secondes, en silence. Le temps suspendu. Puis Jean-Baptiste brisa enfin le silence. « Pourquoi Tango? Pourquoi pas moi ?» Marc-Antoine esquissa un sourire triste. « Parce que je voulais que tu ressentes. Que tu comprennes. J'ai tout perdu. Et toi, tu as continué comme si de rien n'était. » Jean-Baptiste s'approcha lentement, son arme baissée. Tango restait près de lui, tendu. « Tu as choisi la vengeance. Moi, j'ai choisi le silence. On a tous perdu. » Marc-Antoine ferma les yeux un instant. Il semblait fatigué. Plus vieux que ses années. « Il est trop tard pour les excuses, Jean. Mais peut-être pas pour finir ça. » Il recula, tendit une clé rouillée. « Dans le coffre. Toutes les preuves. Toutes mes notes. Ce que j'ai fait. Ce que j'ai découvert. » Jean-Baptiste prit la clé sans un mot. Il savait que cette rencontre n'était pas un piège. C'était un adieu. Et peut-être une forme tordue de rédemption. La clé tremblait dans la main de Jean-Baptiste lorsqu'il ouvrit le vieux coffre en métal, caché derrière une étagère bancale. À l'intérieur, plusieurs carnets noircis d'une écriture serrée, des enregistrements audio, des coupures de presse et un badge de police rouillé. Les preuves de toute une vie parallèle. Les erreurs, les trahisons, les secrets. Tout ce que Marc-Antoine avait enfoui, il venait de le rendre. Pas pour la justice, mais pour lui. Pour clore un chapitre écrit dans le silence et le sang. Marc-Antoine ne dit rien. Il observait, les bras croisés, le visage grave. Tango s'était couché, paisible, comme s'il comprenait que la tension était enfin retombée. Jean-Baptiste referma le coffre, lentement, puis leva les yeux. « Et maintenant ?» Un silence. Puis Marc-Antoine murmura « Maintenant, je vais disparaître. Pour de bon cette fois. Mais toi, tu peux encore réparer. Rends tout ça à ceux qui savent quoi en faire. Ne me protège plus. » Jean-Baptiste hocha la tête. Ce n'était pas un pardon. Ce n'était pas une réconciliation. C'était un accord silencieux entre deux hommes que la vie avait broyés différemment. Il regarda son ancien ami une dernière fois, puis sortit avec Tango à ses côtés. Derrière lui, la porte du refuge se referma sans bruit. Marc-Antoine s'effaçait à nouveau dans l'ombre, volontairement cette fois. Le trajet de retour fut long. À mesure que la voiture descendait les routes sinueuses de la montagne, Jean-Baptiste sentait le poids sur ses épaules s'alléger. À la maison, Juliette les attendait. Tango entra le premier, et pour la première fois depuis son retour, alla directement vers le coin du salon où son vieux panier l'attendait. Il tourna 2 fois sur lui-même, puis se coucha en soupirant profondément. Jean-Baptiste resta debout un instant, à observer son chien. Il se demandait qui, des deux, avait été le plus fort. Il tendit les carnets à Juliette. « Il faut qu'on les donne au bon service. Qu'on arrête d'enterrer le passé. » Elle prit les documents avec un respect silencieux. Pour la première fois depuis des années, elle se sentait proche de lui. Pas seulement comme fille, mais comme témoin d'un poids qu'il avait porté seul trop longtemps. Ensemble, ils allaient affronter le reste. Quelques jours plus tard, Jean-Baptiste déposa un petit objet sur la tombe de sa femme, la laisse de Tango. Pas pour dire adieu, mais pour dire merci. Merci de lui avoir donné la force d'aimer à nouveau, de protéger, de se battre. Et alors qu'il se redressait, Tango s'approcha et posa doucement sa tête contre sa cuisse. Jean-Baptiste sourit. Il n'avait pas tout perdu. Il avait retrouvé son chien. Et en le retrouvant, il s'était retrouvé lui-même.